Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, nous allons traiter du sommeil de l'enfant, en particulier l'enfant de 0 à 6 ans, donc du bébé jusqu'au petit enfant. Euh, Qu'est-ce que c'est que le sommeil normal de l'enfant? Comment est-ce que c'est un enfant qui dort bien, un bébé qui dort bien, un enfant qui dort bien? Et comment faire pour aider l'enfant à mieux dormir? Et nous allons voir ce que veut dire mes petits guillemets dans le mieux dormir. Avant de démarrer cette conférence, je voudrais être sûre d'être bien connectée, d'autant que j'ai eu quelques petits soucis avec mon internet juste avant la conférence. Donc n'hésitez pas à me dire bonjour pour me dire que vous êtes là, ça me rassurera sur le fait que le Facebook Live fonctionne bien. Et tout au long de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions. Il vous suffit d'écrire vos questions dans les commentaires sous la vidéo et moi, je les verrai apparaître. Si je ne réponds pas à votre question, c'est parce que je ne l'ai pas vu apparaître. Et comme je vais vous le dire, parfois Internet nous joue des tours. Donc n'hésitez pas à remettre votre question pour que je puisse y répondre un peu plus tard. Dans tous les cas, si je n'ai pas vu votre question et que je la découvre une fois le Facebook Live terminé, j'y répondrai dans les commentaires de la vidéo. Donc pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à aller voir mes réponses dans les commentaires sur Facebook. Cette vidéo sera également disponible sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas accès à Facebook. Voilà, donc pour cette conférence qui démarre, je le rappelle, sur le thème du sommeil, pour les enfants en particulier de 0 à 6 ans, nous parlerons du sommeil normal et de ce qu'on peut mettre en place pour aider les enfants à s'endormir et à dormir toute la nuit. Je n'ai pas eu de commentaires, alors du coup je suis très inquiète pour savoir si ça fonctionne ou pas. Dites-moi un petit bonjour parce que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, je vous vois déjà en ligne, mais je ne vois pas de commentaires apparaître, ce qui me stresse. Voilà, donc je serais très reconnaissante si vous pouviez me mettre un petit commentaire. Merci. Donc, cette conférence va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, je vais vous parler du sommeil dit normal de l'enfant. Les neurosciences sont énormément avancées ces dernières années et nous permettent d'avoir des connaissances bien plus affûtées que ce qu'on avait il n'y a pas si longtemps que cela, et donc de mieux comprendre le sommeil, en particulier le sommeil du bébé. Donc, je vous donnerai toutes ces informations-là en première partie de conférence. Ensuite, je vous parlerai des besoins qui se cachent derrière le problème de sommeil. Qu'est-ce qui fait que votre enfant a des difficultés à s'endormir ou pourquoi il se réveille pendant la nuit? Je vous donnerai différentes hypothèses pour que vous puissiez y réfléchir tout au long de cette conférence. Je parlerai également des problèmes des besoins du parent. Qu'est-ce qui se joue au moment de l'endormissement et pendant la nuit pour le parent? Et c'est vraiment important aussi de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Et enfin, je vous donnerai des conseils après que vous ayez pu faire votre autodiagnostic sur les besoins de votre enfant, vos besoins à vous. Je vous donnerai des conseils et ça vous permettra de mieux les ajuster en fonction de vous-même et de savoir que aucun conseil n'est valable pour tout le monde. Donc, certains de mes conseils seront pertinents pour certaines familles et d'autres conseils pour d'autres familles. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce que vous pouvez tester et éprouver. Merci pour vos commentaires. Bonjour, apparemment, c'est un peu dur de se connecter. Alors, j'espère que la vidéo ne bug pas et que vous m'entendez de manière fluide. Je viens d'avoir ce commentaire et un autre de Laura Céline. Bonsoir. Merci à vous. Donc, j'ai quand même quelques commentaires, mais ils arrivent peut-être en différé. Eh bien, la conférence va pouvoir démarrer maintenant pleinement avec le premier thème. Qu'est-ce que c'est le développement normal du sommeil de l'enfant? Alors, Hélène vient de me répondre, oui, j'ai réussi à me connecter. Bonsoir Ségolène, bonsoir à tous. Et Agnieszka me dit bonsoir, donc c'est bon, ça marche. Merci à vous. Alors, je vais vous parler d'un ouvrage extraordinaire qui a changé ma vie et qui j'espère changera la vie de beaucoup de parents et du coup d'enfants. Le son est parfait, nickel, on entend bien. Merci à vous pour vos commentaires. Alors, ce livre s'appelle donc Dormir sans larmes et a été écrit par Rosa José. Rosa José, c'est un médecin pédiatre espagnol qui donc a beaucoup étudié les neurosciences et donc le développement normal du sommeil. Donc, je vais d'abord m'attarder un petit peu sur les bébés pour mieux comprendre le sommeil des bébés et ensuite je vais parler plus des enfants. Sarah, oui, c'est fluide, merci à vous. Alors, ce que disent les neurosciences, qu'ils ont réussi à prouver et qui donc aujourd'hui n'est plus négociable puisque c'est prouvé scientifiquement. Alors peut-être que la recherche continuera à s'améliorer, mais en tout cas on ne pourra plus dire nos enfants nous font marcher, ils font ça pour nous embêter. Non, non, non. Le sommeil du bébé n'est pas du tout le même que le sommeil de l'adulte, qui n'est pas du tout le même que celui de la personne âgée.
et je fais une petite parenthèse par rapport aux personnes âgées qui s'endorment dans le canapé après le repas et qui se plaignent d'insomnie. Ce ne sont pas des insomnies, c'est une évolution naturelle du sommeil qui font que les micro-réveils deviennent des vrais réveils. C'est malheureux, ça en souffre, mais c'est une évolution normale dans le sens normal statistiquement. C'est très courant, extrêmement courant chez la personne âgée de se réveiller plusieurs fois par nuit et de faire des siestes après le repas. C'était ma parenthèse pour la personne âgée, peut-être qui permet de comprendre que chaque âge a ses spécificités par rapport au sommeil. Et donc, c'est le cas de notre nouveau-né. Et en fait, quand on étudie ces spécificités du sommeil, on se rend compte que c'est parfaitement adapté aux besoins naturels du bébé. Le nouveau-né, il a besoin de se réveiller. D'abord, parce que sinon il est en hypoglycémie, il ne peut pas dormir 9 heures d'affilée, 12 heures d'affilée, parce que sinon son système de survie ne tient plus, et il faut qu'il mange. Et pas seulement, c'est aussi qu'il a besoin de rester en hypervigilance. Le nouveau-né de l'être humain naît prématuré et donc en extrême dépendance de l'adulte. Donc, le nouveau-né doit s'assurer que l'adulte est toujours auprès de lui pour prendre soin de lui et faire attention à lui. Nous sommes juste des restes d'hommes de Cro-Magnon et nous avons toujours cet instinct d'homme de Cro-Magnon de survie. Si le nouveau-né reste à la hutte toute la journée à dormir, eh ben, il est en très très grand danger face aux prédateurs. Donc, le nouveau-né a un sommeil très 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 haché. Il n'a pas un sommeil avec un rythme jour-nuit. Ça n'est pas une nouveauté. Ça, tout le monde le sait, de 0 à 3 mois, c'est compliqué. Il y a beaucoup de réveils et c'est hyper important de laisser l'enfant gérer lui-même son sommeil. Parce qu'il y a là une croyance fondamentale qu'il faut absolument détricoter, qui est qu'il faudrait apprendre, enseigner le sommeil à l'enfant. Or, le fœtus dort. Il a des périodes de sommeil, il a des périodes de veille. Donc, naturellement, le fœtus sait s'endormir et dormir selon ses besoins en fonction de sa fatigue. Il n'y a donc aucun apprentissage du sommeil à faire puisque le fœtus est capable de dormir tout seul sans apprentissage. À nous, en fait, adultes, de respecter ce besoin et de suivre les besoins du bébé. Alors, entre 4 et 7 mois, le sommeil change de structure. Le rythme jour-nuit commence à se faire au fur et à mesure et les réveils nocturnes sont moins longs, moins fréquents. Moins longs, moins fréquents, ils sont toujours là. Alors, j'ai une question, je vais m'arrêter 2 secondes pour la lire. Pauline, bonsoir, je ne peux pas regarder en live, je suis en train de coucher ma fille, je suis pile dans le thème. Ma fille a bientôt 2 ans, elle s'endort toujours au sein après des histoires et des câlins avec papa et maman. Il ne veut pas déroger à ce rituel qui repose sur moi du coup. Des conseils pour passer en douceur vers un coucher sans tété, merci beaucoup d'avance. Pauline, vous pourrez regarder ce Facebook Live en différé sur Facebook en allant sur l'onglet de l'accolade ou bien sur YouTube. Donc pas de souci, couchez votre fille tranquillement et je répondrai à cette question un petit peu plus tard dans la conférence. J'en reviens toujours à mes bébés de 4 à 7 mois dont le sommeil évolue mais reste compliqué pour les parents. Entre 7 mois et 2 ans, ce sommeil va évoluer vers un sommeil de plus en plus proche de celui de l'adulte. Donc, à la naissance, les cycles de sommeil durent en moyenne 45 minutes. À l'âge adulte, ils durent en moyenne 1h30. En moyenne, il y a des grandes variations en réalité. Et même pour l'âge adulte, il y a des micro-réveils entre chacun de ces cycles. Donc, même nous, adultes, nous nous réveillons toutes les 1h30 environ. Et ça, pour des raisons naturelles. C'est que on a besoin de changer de position et qu'on va pouvoir changer de position pendant ces micro-réveils parce que sinon le corps va s'engourdir et ça peut être dangereux pour nous. Et aussi pour des raisons de vigilance. On reste en état de vigilance, vérifier qu'il n'y a pas un prédateur qui vient nous attaquer pendant la nuit. Et ça, toutes les 1h30. Sauf que nous, adultes, nous avons appris à enchaîner ces micro-réveils et à se rendormir instantanément, ce qui fait qu'on ne s'en rend pas compte, sauf quand on est particulièrement stressé, auquel cas on peut faire des insomnies, puisque lors d'un de ces micro-réveils, on ne va pas se rendormir comme on aurait dû le faire. Chez l'enfant, eh ben, c'est justement entre 7 mois et 2 ans qu'il va apprendre à se rendormir dans ces micro-réveils. Et alors, si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, stressé, angoissé, perdu, ne sachant pas où vous êtes, de quoi vous avez le plus besoin à ce moment-là, c'est certainement pas qu'on vous laisse pleurer tout seul dans votre lit. Et donc oui, ça va demander beaucoup de temps et d'amour et de patience et de fatigue pour apprendre
aider, accompagner ces réendormissements. Apprendre, pas dans le sens éducatif, discipline, enseignement, mais apprendre dans le sens accompagnement. Tu n'es pas en danger, tu es en sécurité, c'est toujours la nuit et tu peux te rendormir tranquillement. On va y revenir, on va en reparler tout au long de cette conférence. Une étude très très intéressante vient à l'encontre de ce que beaucoup trop de pédiatres et de psychologues disent encore à l'heure actuelle. La croyance à l'heure actuelle, c'est qu'à 5 kilos, les bébés doivent faire leur nuit. Non. À 5 kilos, les bébés sont capables de ne pas manger pendant toute la nuit. Peut-être. Et encore, ça va dépendre des bébés. Et certains ont besoin encore de manger pendant la nuit, même s'ils ont atteint les 5 kilos. Mais ça ne veut pas dire qu'il va dormir 9 heures d'affilée, ou même 5 heures d'affilée, sans se réveiller, puisqu'il y a cette histoire de micro-réveil, où de toute façon, il va se réveiller, et nous aussi on se réveille, même si on n'a pas faim. Donc ça n'a rien à voir avec le poids, ça a à voir avec des besoins physiologiques de se retourner et de vigilance. Et la deuxième croyance des pédiatres, j'ai perdu mon fil, je voulais parler des 5 kilos, et à 18 mois, les bébés sont censés faire leur nuit complète, et s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a un problème psychologique ou autre. Pas du tout. Une étude extrêmement intéressante a étudié donc des chercheurs ont étudié le sommeil de l'enfant à 18 mois et le nombre de réveils qu'il y avait entre minuit et 5 heures du matin. Selon les chercheurs, selon les études, 40 à 60% des enfants de 18 mois se réveillent et réveillent leurs parents une fois par nuit. Donc, si on coupe la barre en deux, on va dire que la moitié des enfants de 18 mois réveillent encore leurs parents une fois par nuit. Alors, souvent, on a l'impression que dans l'entourage, ou si on est pédiatre ou psychologue, ça arrive moins souvent que ça. Je sais que moi, la première, j'en avais un petit peu assez de me prendre des réflexions quand mes enfants se réveillaient encore la nuit, alors qu'ils avaient dépassé les 5 kilos. Et du coup, je mentais. Ah oui, il dort formidablement bien, c'est extraordinaire comme il dort bien, oui, pas de souci. Évitez-moi vos commentaires et de me dire qu'il faut que je laisse mon bébé hurler toute la nuit, parce que moi, je supportais plus ce discours-là. Et je crois que je ne suis pas la seule à mentir sur la qualité du sommeil de mes enfants, en particulier dans ces âges fatidiques. Donc, mon premier conseil, ça va être de clore la discussion et la conférence pour tous les parents qui ont des enfants de moins de 4 ans. On va aller jusqu'à 4 ans. Et encore, Rosa José, elle va jusqu'à 6 ans, en disant les micro-réveils et donc les réveils nocturnes sont normales, puisque l'enfant doit juste se rassurer dans sa capacité à se rendormir, et ça va s'apprendre naturellement avec le temps. Et pour ça, ça demande énormément de patience, énormément de fatigue, énormément d'énergie pour les parents, énormément d'amour pour les parents, pour juste accompagner leur enfant dans leurs besoins naturels. Il y a un proverbe africain qui a dit qu'il faut tout un village pour élever des enfants, et c'est particulièrement vrai la nuit. La conférence va donc maintenant, à partir de maintenant, s'adresser aux enfants plus âgés, ou alors aux situations vraiment complexes, au moment de l'endormissement, ou dans des réveils vraiment réguliers, où vous n'en pouvez plus. Et c'est vraiment là pour moi le curseur. C'est tant que vous n'êtes pas à saturation, tant que vous avez encore les ressources pour accompagner votre enfant de la manière la plus douce et naturelle possible, alors cette conférence ne vous concerne pas. Si en revanche, vous êtes à saturation, que vous n'en pouvez plus, que le sommeil de votre enfant est vraiment compliqué, alors là, cette conférence continue d'être pour vous. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, nous allons passer à la deuxième partie qui est quels sont les besoins non satisfaits de votre enfant quand il n'arrive pas à trouver le sommeil, que ce soit pendant l'endormissement ou au cours d'un micro-réveil. Qu'est-ce qui se joue pour lui et qui fait qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil? Est-ce que c'est que c'est pas le bon timing? Vous le couchez trop tôt ou trop tard? Vous savez, souvent en PMI, ils parlent du petit train du sommeil. Quand le petit train passe, c'est le bon moment, il faut l'attraper. Si c'est trop tôt, si c'est trop tard, ils ne trouveront pas le sommeil. Si vous les couchez beaucoup trop tôt par rapport à leur cycle et leurs besoins de sommeil, alors l'endormissement peut être encore plus tardif que si vous l'aviez couché au moment où il a sommeil. Alors oui, c'est bien gentil à dire quand le lendemain il y a école, qu'il faut se lever tôt, etc. Sauf que en fait c'est contre-productif. Les coucher trop tôt par rapport à leurs besoins de sommeil et par rapport à leur sensation de fatigue, en fait ça va être contre-productif. Il y a une étude qui l'a prouvé. Si vous couchez vos enfants trop tôt, ils s'endormiront plus tard que ce qui était prévu, que si vous les avez couchés à la bonne heure. Donc l'idée, c'est de checker les sensations de fatigue de votre enfant.
et d'essayer de coucher votre enfant le plus vite possible dès que vous voyez les frottements d'yeux, les bâillements, ou parfois certains enfants l'excitation, l'énervement. Et ainsi d'essayer de calculer, de mesurer, de voir, de comprendre quel est le cycle de votre enfant et à quelle heure c'est la bonne heure pour lui. Alors je sais, c'est pas évident quand il y a une fratrie, surtout quand on a le discours auprès des enfants de leur dire tu te couches plus tard parce que tu es plus grand. Essayez d'éviter ce discours-là parce que c'est pas vrai. On ne se couche pas en fonction de son âge, on se couche en fonction de sa fatigue et cette sensation de fatigue. Et peut-être qu'un plus grand, eh ben lui, il a un cycle de sommeil qui fait qu'il a besoin de se coucher plus tôt. Et c'est le cas dans mes enfants. Mon aîné se couche le plus tôt et c'est le deuxième sur les trois qui se couche le plus tard. Et c'est important de respecter ces rythmes-là. Et comme nous, nous n'avons jamais eu le discours de dire qu'on se couche en fonction de l'âge, pour eux, ça passe en fait. Ils se couchent en fonction de la fatigue. Est-ce que votre enfant n'a pas rempli son réservoir affectif pendant la journée? Pour un enfant qui est en crèche, en nounou, qui est à l'école toute la journée, les journées sont longues, son papa et maman. Et un enfant de moins de 6 ans, il a besoin de son papa et de sa maman. Il n'a pas besoin de la collectivité, il n'a pas besoin d'adultes inconnus. Il a véritablement besoin de son enfant. Alors quand on ne peut pas s'occuper de son enfant toute la journée, parce qu'on a fait des choix dans la vie qui font que on a choisi la sécurité financière en allant travailler, par exemple, ou l'épanouissement personnel en allant travailler, peu importe vos choix. Toujours est-il, quand vous n'avez pas pu avoir ce temps dont votre enfant a besoin, voyez comment vous allez pouvoir remplir son réservoir affectif si vous sentez que c'est ça le déficit. J'avais vécu en particulier avec mon aîné à la naissance de son petit frère. Mon aîné se réveillait un quart d'heure plus tôt tous les matins. Tant et si bien qu'on était arrivé à un réveil tous les matins à 5h, 5h15. Une catastrophe pour moi. Et j'avais fini par comprendre que l'arrivée de son petit frère, l'avait supprimé de mon temps autant de temps de qualité pour lui. Et du coup, j'avais décidé que, quel que soit le comportement du petit frère, je consacrerais un quart d'heure complet à mon aîné au moment du coucher. Ça avait été radical. Du jour au lendemain, il s'était remis à se réveiller à une heure beaucoup plus acceptable pour moi. Est-ce que le besoin de votre enfant est un besoin de contrôle, de maîtrise? Pas dans le sens négatif qu'on peut l'entendre couramment, mais vraiment c'est une personne à part entière et il a besoin de s'affirmer. Il a besoin de savoir qu'il peut prendre des décisions pour lui et que du coup, l'endormissement, au moment où vous dites « Allez, tu dois te coucher, tu dois t'endormir, c'est l'heure de se coucher » et qu'il voit que vous vous énervez comme ça, pour lui, c'est une manière de lui dire « non ». Par opposition, on a tendance à dire, mais j'aime pas ce terme parce qu'il est tellement négatif et il est tellement vu de manière négative pour l'enfant et du coup pour la relation parent-enfant. Mais vraiment dans un positionnement de je veux m'affirmer, je veux te montrer que je suis une personne à part entière et que moi aussi j'ai le droit de prendre mes décisions. Est-ce qu'il y a eu un changement majeur dans la vie de votre enfant, l'entrée à l'école, l'arrivée du petit frère, ce dont je parlais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des événements traumatisants dans l'enfance? Et ça, c'est pareil. Le docteur Rosa José insiste lourdement là-dessus. Oui, ça arrive que nous, parents, soient débordés, qu'on n'en peut plus, et que dans ces moments-là, on craque et on hurle sur nos enfants au moment de l'endormissement, voire on les frappe, on les insulte, etc. Ça peut arriver parce que nous sommes des êtres humains et que comme tous les êtres humains, on peut péter un câble. Donc c'est normal, ça arrive à tous les parents. Et en même temps, c'est traumatisant pour l'enfant. Quand ça vous arrive, une fois que vous êtes redescendu en pression, venez réparer. Venez vous excuser auprès de l'enfant. Venez le rassurer dans l'amour que vous lui portez. Et venez trouver une solution ensemble pour que ça se passe plus. Ou trouvez-vous une solution pour que ça se passe mieux. Mais soyez bien conscient que si ça s'est produit plusieurs fois, il se peut que votre enfant ait associé le sommeil à quelque chose de stressant parce que potentiellement, il peut prendre sur lui la crise de son parent. Et ça, effectivement, ça va venir se réparer avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de patience. Et si vraiment c'est trop compliqué, avec l'aide d'un psychologue. Voilà pour ce qui est de la question des besoins non satisfaits de l'enfant. Donc déjà, je vous invite, au fur et à mesure de cette conférence, à réfléchir aux spécificités de votre enfant. Est-ce que quand vous m'avez entendu énumérer ces différents points qui sont le rythme de sommeil, est-ce qu'il a sommeil ou pas sommeil, le réservoir affectif, le fait de s'affirmer, de faire des choix dans sa vie, être angoissé par les événements de la journée, un événement traumatisant au moment du sommeil, un changement majeur dans sa vie. Et du coup, ça me vient à l'esprit aussi, un événement traumatisant par rapport au sommeil, ça peut être aussi par rapport à la naissance. Certains chercheurs ont constaté que des naissances qui se passent mal pendant la nuit
peuvent affecter sur de très 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 longues durées le sommeil de l'enfant. Et ça, c'est pareil. Ça se soigne, ça se guérit, ça se répare avec beaucoup beaucoup d'amour, beaucoup beaucoup de patience et éventuellement l'aide d'un psychologue ou d'un thérapeute. Maintenant qu'on a vu un peu le diagnostic pour l'enfant, je vais prendre quelques instants pour réfléchir aux parents. Parce que comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des robots et ça peut être vraiment, vraiment difficile quand les enfants sont dans ma 22, 23 heures ou qu'ils se réveillent à 5 heures du matin ou qu'ils se réveillent 8 fois par nuit. Oui, ça peut être difficile parce que nous, adultes, nous n'avons pas le même rythme de sommeil que nos enfants, nous n'avons pas les mêmes besoins physiologiques de nos enfants et nous avons besoin d'un certain nombre d'heures dans la nuit. Certains ont vraiment besoin de 10 heures d'affilée ou 8 heures d'affilée et sans ces 8 heures d'affilée, ils sont fatigués. Et quand on est fatigué, on peut pas être au top. On peut pas. C'est physiologiquement pas possible. Et ça, je vous invite vraiment à prendre toute la mesure de votre fatigue, que ce soit par les nuits chaotiques avec votre enfant ou aussi par l'excès de travail, la surcharge de travail, les grèves dans les transports, etc. Vraiment d'en prendre la mesure pour vraiment prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Est-ce que c'est possible de m'enfermer dans mon bureau et de dormir un quart d'heure après la pause, enfin au moment de la pause déjeuner? Est-ce que c'est possible que une fois de temps en temps, je confie mon enfant à l'autre conjoint et puis on se dit on fait une nuit sur deux ou même à un grand-parent si l'enfant est suffisamment grand pour m'octroyer quelques nuits de sommeil, de réparation et être plus à même et plus disponible pour l'enfant. Merci Ségolène pour la checklist, avec plaisir. Est-ce que dans vos besoins non satisfaits à vous, il y a aussi besoin de prendre soin de soi, prendre soin de son couple? Parce que quand l'enfant s'endort à 23 heures, il n'y a plus de temps pour soi, plus de temps pour le couple. Et ça aussi, d'en prendre la pleine mesure, c'est pas du luxe, c'est pas du juste comme ça en plus, comme ce qu'on pense souvent dans notre société. Oh, c'est bon, arrête de râler, tes enfants ils vont grandir, profites-en au moment où ils en sont. Non, le temps pour soi, le temps pour son couple, le temps pour son sommeil, ce sont des temps très importants. Et quelle décision vous pouvez prendre aujourd'hui pour prendre soin de vous, malgré et au-delà de la situation? Je vous invite aussi à réfléchir à vos croyances éducatives. J'ai déjà détricoté quelques croyances par rapport au sommeil. Voilà, le bébé qui s'endort automatiquement et dort toute la nuit dès qu'il pèse 5 kilos. Le fait que laisser pleurer un bébé seul, ça va l'aider à s'endormir. Le fait qu'il faut apprendre l'endormissement à l'enfant. Mais est-ce que vous avez d'autres croyances autour du sommeil qui finalement sont un handicap pour accueillir pleinement la réalité de votre enfant? Chaque enfant est spécifique et même dans ma conférence, je ne pourrais pas parler de l'unicité, de la spécificité de chacun de vos enfants. Donc plutôt que de croire les grands discours, les grandes théories comme ce que je suis en train de vous raconter, venez vraiment à la rencontre de la singularité de votre enfant à lui et essayez d'outrepasser les croyances éducatives par rapport à tout ça. Alors, on me pose une question par rapport au cododo, j'y répondrai en dernière partie de conférence, c'est promis. Et donc, dans les croyances éducatives, justement, j'avais noté le cododo, j'en reparlerai tout à l'heure. Est-ce que, donc, quelles sont vos croyances par rapport au cododo? Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Par rapport à l'heure du coucher, est-ce qu'il faut absolument que les enfants se couchent à 20 heures et pas une minute de plus? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, etc. Et puis, je vous invite aussi à répondre, à réfléchir à votre propre état émotionnel au moment de l'endormissement de votre enfant. Est-ce que à ce moment-là, vous réussissez à être pleinement disponible pour lui? Ou est-ce que vous êtes encore vous-même sous tension du fait de votre journée, le travail, les problèmes de transport, et puis le rush du bain, du dîner, etc. Vous savez, quand on est stressé, le cerveau sécrète une hormone, et cette hormone, pour 1 minute de sécrétion, le corps met 1 heure à l'éliminer. Donc pour 1 minute de stress, il vous faut 1 heure pour éliminer totalement ce stress et qu'il n'y ait plus aucune trace de stress dans votre corps. Alors imaginez toutes les minutes que vous avez accumulées entre le travail, le boulot, les remarques de la maîtresse, les grèves de transport, etc. Et voyez aussi, mesurez aussi ce que ça veut dire
ce que ça veut dire, ce que votre état émotionnel, dans quel état vous êtes émotionnellement parlant quand vous couchez votre enfant. Et puis, toujours par rapport à vos propres émotions, quelle est votre propre histoire par rapport au sommeil? Est-ce que vous savez comment vous-même, vous avez été couché, accompagné par rapport au sommeil? Et est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous arrivez à avoir une bonne hygiène de sommeil? Ou est-ce que vous en êtes tout simplement incapable parce que vous-même, le sommeil, c'est quelque chose qui vous angoisse tout simplement? Allez vous coucher au moment où vous vous sentez fatigué, vous n'y arrivez pas, et peut-être que c'est parce que vous êtes tout simplement angoissé à cause de l'idée d'aller vous coucher. Voilà pour cette première partie de conférence. Je vais faire une petite entracte, comme à chaque fois, avec les dates de l'accolade. Et ensuite, je répondrai à vos questions par rapport au cododo, par rapport à l'endormissement avec la tétée, et puis avec tous les conseils que j'ai envie de vous donner sur le sommeil. Alors, pour cette petite entracte, les dates de l'accolade. Donc, l'accolade, c'est une association située à Morinvilliers dans les Yvelines. Et dimanche qui arrive, dimanche 17 novembre, après-midi, pour les maternelles et les primaires avec leurs parents, il y a un atelier que j'appelle l'atelier moi et les autres. Et cette fois, c'est sur la peur. Nous explorerons les peurs à la suite d'Halloween. Qu'est-ce que c'est que la peur? Comment est-ce qu'on ressent la peur? À quoi sert la peur? Est-ce que c'est utile d'avoir peur ou est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Et comment on peut faire quand on a peur? Qu'est-ce qu'on peut faire de la peur? Donc ça sera fait au moyen de jeux, de lecture, d'outils à ramener à la maison et à continuer à explorer à la maison. N'hésitez pas à vous inscrire sur ségolène@lacolade.org ou par téléphone, il reste des places. Le vendredi 22 novembre, donc pas ce vendredi mais celui d'après, il y a une conférence au Claye-sous-Bois dans les Yvelines sur le thème « Comment aider mon enfant à être un élève » qui s'adresse aux parents d'enfants de primaire ou de collège. Le vendredi 13 décembre, c'est le prochain Facebook Live et sur le thème, un thème qui me tient vraiment à cœur, parents zen ou pas. Et donc je parlerai des émotions des parents et comment gérer nos propres émotions face à nos enfants. Dimanche 15 décembre, ce sera le prochain atelier moi et les autres, et cette fois, ce sera sur le thème du sommeil. Donc, tous ceux qui ont participé à cette conférence, si vous souhaitez venir avec vos enfants à partir de 4 ans à cet atelier, nous parlerons ensemble de ce que c'est que le sommeil, à quoi sert le sommeil, et de tout ce qu'on peut faire pour aider à l'endormissement. Et je vous en parle dès maintenant, le 21 janvier, il y aura le prochain atelier, le prochain cycle de rencontres Faber et Maslich, parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, qui s'adresse aux parents et aux professionnels pour les enfants et les adolescents, mais ça s'adresse uniquement aux adultes. C'est pour que les adultes réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire pour accompagner les émotions de leurs enfants, poser le cadre, accompagner l'autonomie, favoriser la confiance en soi de l'enfant et éviter les étiquettes et aider l'enfant à sortir des étiquettes et des rôles qui entravent son développement. Voilà pour cette conférence. On revient sur ce thème du sommeil du jeune enfant et donc de tous les conseils que je vais vous donner. Je sais, il y a eu deux questions par rapport au cododo et l'endormissement au sein. J'y reviens en troisième partie puisque je vais vous donner... Oups là, attendez. Troisième partie, j'ai un petit problème dans mon... En deuxième partie, puisque je vais vous parler d'abord de comment aider l'enfant dans la journée, comment aider l'enfant juste avant le coucher et comment aider l'enfant après le coucher. Donc, 3 temps à cette deuxième partie de conférence. Dans la journée, eh bien, en fonction de votre autodiagnostic, vous avez peut-être déjà eu des idées, en particulier sur comment remplir le réservoir affectif de votre enfant. Et oui, si à la fin de la journée, au moment de l'endormissement et donc de la séparation, d'une nouvelle séparation avec leurs parents, votre enfant il est déjà à sec au niveau de sa réservoir affectif, ça risque d'être compliqué. Donc, dans la journée, si vous voyez votre enfant dans la journée, dans la soirée, comment faire pour remplir ce réservoir affectif? Eh bien, je crois qu'il vaut mieux coucher l'enfant un quart d'heure plus tard et prendre un vrai moment de qualité avec l'enfant plutôt que de le coucher en rush en disant « Oh là là, il va être crevé demain, il y a l'école, il faut vraiment qu'il se couche » et que, en fait, ça va mal se passer et que, en fait, ce temps dont il a vraiment besoin, il va le prendre, mais dans un contexte désagréable, au milieu de conflits et de crises, plutôt que vous l'ayez préparé avant. Et qu'est-ce que c'est remplir le réservoir affectif de l'enfant? Eh ben, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Ça peut être un moment de jeu, un jeu de société, un jeu avec les Playmobil ou la poupée. Ça peut être un moment de câlin, de massage.
Ça peut être un moment d'échange, de discussion, même avec un tout petit, où on parle des choses de sa vie, des petites choses de sa vie. Ça peut être une course-poursuite et des jeux de bagarre, des jeux d'excitation juste quand on rentre de l'école ou de la crèche. Voilà déjà ce que vous pouvez faire dans la journée. Et si vous avez une fratrie, pensez au moment d'exclusivité. C'est pas facile d'avoir des frères et sœurs tous les jours. C'est un grand moment de plaisir et de complicité, de jeu, etc. Mais aussi, il faut partager papa et maman et c'est pas toujours évident. Alors si les deux parents ont la chance d'être là le soir, profitez de cette chance-là pour pouvoir proposer des moments d'exclusivité à chacun de vos enfants. Exclusivité, ça veut dire un moment seul, juste pour moi, où je sais que les autres membres de la fratrie ne nous dérangeront pas. Si c'est pas possible le soir, essayez de voir si c'est possible en week-end. Si vous êtes une famille monoparentale, essayez de voir si vous avez des copines qui peuvent garder vos enfants, se faire des échanges ou avec les grands-parents. Voilà, peut-être qu'il y a des organisations qui sont possibles. Je vous le souhaite. Extrêmement important, vous le savez certainement, mais c'est la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui permet les sensations de sommeil, de fatigue, et donc qui permet l'endormissement. Et la mélatonine, elle se règle par rapport à la lumière du jour. C'est ce qui fait que l'hiver, on se couche souvent plus tôt, et que l'été, on se couche souvent plus tard, et qu'on en profite pour faire des barbecues. Parce que cette hormone, elle, est sécrétée par la lumière du jour, par la luminosité. Et elle est entravée, elle ne peut pas être sécrétée quand il y a la lumière bleue des écrans. Donc là, actuellement, vous êtes en train d'entraver votre propre qualité de sommeil et d'endormissement. Pensez à éteindre les écrans suffisamment tôt avant de vous endormir pour favoriser l'endormissement et donc éviter tout simplement les écrans avec vos enfants après l'école. Je sais, ça peut être très confortable et très pratique. Si vraiment dans votre organisation, c'est très pratique parce que ça vous permet de préparer le repas et de ne pas avoir à gérer les enfants en même temps. Chacun s'organise comme il peut. Soyez juste bien conscient que la lumière bleue des écrans est vraiment, vraiment un facteur de problème d'endormissement ensuite pour les enfants. Il existe des lunettes qu'on trouve en supermarché qui évitent un peu la nocivité de la lumière bleue. D'après les opticiens, l'efficacité est relative, n'a pas été scientifiquement prouvée, mais bon, ça peut pas faire de mal. Et puis, pendant la journée, en fait, hors temps de rituel, parlez du dodo avec vos enfants. Il existe des tas de livres qui parlent du dodo. J'en ai plusieurs. D'habitude, je vous présente plein de livres. Cette fois, j'avais pas envie de vous les proposer parce qu'il y en a plein et que j'avais pas envie de vous en proposer un plus qu'un autre. Allez voir en librairie, il en existe plein qui sont formidables et qui parlent du sommeil au tout petit. N'hésitez donc pas à en parler avec eux, à venir à l'atelier moi et les autres, puisque ça vous permettra d'avoir justement plein de renseignements et d'outils pour vos enfants. Enfin, vos enfants les auront en direct. Vous pouvez proposer une roue de choix. Qu'est-ce que tu veux faire avant de te coucher, ou de visualiser avec des pictogrammes les rituels du soir pour savoir justement tout ce qui va se passer avant d'aller faire dodo, de réfléchir avec l'enfant à son besoin non satisfait et qui favorise la difficulté d'endormissement. Et ça, vous pouvez le faire avec un tout petit. Du moment qu'ils savent construire à peu près des phrases, vous pouvez déjà en parler. C'est évidemment vous qui allez proposer des hypothèses, à vous d'en proposer plusieurs et de voir comment votre enfant réagit par rapport à ces différentes hypothèses et du coup d'essayer de comprendre mieux ses besoins non satisfaits. Et puis n'hésitez pas, hors temps de sommeil, à parler aussi de vos besoins, de vos propres besoins de repos. Voilà, à voir si vous sentez que ça peut être utile et porteur pour l'enfant ou pas. Si vous sentez que ça ne l'est pas, évitez de le faire. Voilà pour les conseils de ce que vous pouvez mettre en place dans la journée pour favoriser le sommeil de votre enfant le soir. Juste avant le coucher, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, ne plus proposer d'activités qui excitent, et particulièrement quand on se rapproche du sommeil, de moments d'endormissement. Ça me semble assez évident. Ça l'est pas toujours, en particulier pour certains papas qui aiment bien profiter du moment où ils rentrent du travail pour jouer avec leurs enfants et qui en profitent à ce moment-là pour faire les jeux de bagarre. Préférez les jeux de bagarre et de chahutage pendant le week-end plutôt qu'une demi-heure avant de se coucher. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez de votre soirée, mais les activités qui excitent ont pour vocation d'exciter.
changez l'heure du coucher, soyez vigilants aux signes de sommeil et couchez vraiment vos enfants, en particulier vos bébés, mais même les enfants, au moment où ils sont fatigués et pas au moment où vous l'avez décidé. Très important. Alors, je prends mon anti-sèche. Avoir un rituel sécurisant. Certains professionnels disent que le rituel peut ne pas être sécurisant pour l'enfant, que c'est juste un repère pour savoir ce qui va se passer et puis pour aller plus vite, pour être plus efficace. À voir pour chaque enfant en réalité. Pour certains enfants, le rituel peut être angoissant parce que on sent petit à petit la pression qui monte parce que ça y est, l'endormissement, le moment du coucher va bientôt arriver et du coup ça peut être très angoissant. Pour d'autres, à l'inverse, ça peut être très sécurisant parce que c'est toujours la même chose tous les soirs, que c'est bien cadré. Et quand on sait qu'il y a plein de petits moments qui vont nous faire plaisir, bah, ça aide aussi à mieux faire passer les moments où ça ne fait pas plaisir, comme le moment de se brosser les dents. Dans les rituels sécurisants, j'ai plein de petits conseils différents à vous donner que moi j'aime bien. Alors les faites pas tous parce que sinon vous allez passer 1h30 à coucher vos enfants, mais changez vos rituels de temps en temps, faites en fonction de ce que vous aimez ou pas. Ça peut être des massages. Alors attention, pas avec un bébé. Un bébé, quand on le masse, ça va stimuler ses sensations corporelles et ça va l'exciter. Donc, les massages pour les bébés jusqu'à 1 an, 18 mois, vous les préférez après le bain. C'est un moment pratique. Enfin, moi, je trouve ça pratique parce qu'ils sont déjà tout nus, donc autant faire le massage à ce moment-là. Ou à un autre moment de la journée, mais pas au moment de l'endormissement. En revanche, pour les plus grands, bah, le massage a ses vocations, comme pour nous adultes, d'apaiser. Et puis, ça permet d'avoir du contact physique entre le parent et l'enfant. Et donc, à la fois, et d'apaiser et de remplir le réservoir affectif. Si vos enfants s'ennuient un peu pendant le massage, s'agitent, etc., vous pouvez avoir des massages imagés. Alors, j'en ai déjà parlé dans ces conférences sur Facebook. Alors, mes enfants, du coup, c'est eux qui imaginent plein de thèmes, donc j'en ai plein en tête. Je vous en donnais un farfelu parce que du coup, c'est eux qui me proposent des thèmes, donc j'imagine des tas de choses. Maman, je veux le massage sur le thème de on construit la maison. Alors du coup, j'étale mes plans d'architecte sur leur dos, je trace les contours de ma maison pour construire mes plans, je m'imagine où je vais mettre mes clous et ainsi de suite et je brode pour faire différentes techniques de massage toutes simples, vraiment soyez naturels et spontanés. Et puis en même temps, je mets des images parce que ça les fait bien rigoler. Donc le massage, l'histoire du soir, ça c'est on ne peut plus typique, chez nous on adore. Ça peut être aussi un câlin dans le lit. Et pour certains enfants, ça peut être un câlin jusqu'à l'endormissement. Et donc c'est là que je vais vous parler du cododo et de l'allaitement. Pour moi, l'allaitement, même à 2 ans, pour l'endormissement, c'est ok. Il n'y a pas d'âge pour arrêter. Et en réalité, je vais même vous dire, l'OMS préconise l'allaitement jusqu'à 3 ans dans les pays dits en voie de développement, parce que ce serait pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de bah, ça va nourrir les enfants, au moins on est sûr qu'ils vont manger ça. En réalité, ça n'a pas que ces vocations-là, c'est que un enfant jusqu'à 3 ans, la tétée, ça va lui apporter énormément. Le lait s'adapte à ses besoins et donc est encore très adapté à ses besoins en termes nutritifs. Et la tétée, le fait de téter pour un enfant, pour un bébé, c'est source d'apaisement. Et alors, qui plus est, téter avec l'odeur de maman, le contact de maman, éventuellement la voix douce de maman, le câlin de maman, en fait, il n'y a rien de meilleur pour un bébé, et même un bébé de 2 ou 3 ans. Seulement, il faut absolument que ça s'arrête le jour où maman est à saturation. Le jour où maman n'en peut plus, alors là, oui, il faut que ça s'arrête. La question a été posée, comment faire pour arrêter cet allaitement sans générer de frustration à l'enfant? Si c'est pas l'enfant qui réclame l'allaitement et si c'est vous qui arrêtez l'allaitement, je vois pas comment ça peut se faire sans frustration. Vous arrêtez quelque chose que lui aime et qu'il n'a pas envie d'arrêter, forcément, ça va passer par de la frustration. Donc cette frustration, elle va être là. Les crises, les colères, les pleurs, ils vont être là et vous allez passer une période vraiment compliquée. Si vous êtes vraiment déterminé à arrêter l'allaitement, alors, 2 positionnements. Le premier, la fermeté par rapport à votre choix. Et pour ça, vous rappelez en conscience pourquoi vous faites ce choix-là. Et vous faites ce choix-là, en réalité, pour préserver la qualité de la relation avec votre enfant. Parce que quand vous l'allaitez, alors que vous ne supportez plus ça,
vous n'êtes pas en train de favoriser la qualité de la relation avec votre enfant. Vous êtes en train de faire quelque chose de délétère et même de délétère pour sa vie future. Parce que qu'est-ce que c'est? Je reçois de la part de maman quelque chose qui est insupportable pour elle. Donc ça veut dire quoi? Que dans la vie de tous les jours, je vais pouvoir continuer à faire ça. Que je vais pouvoir exiger un tas de choses de l'autre, quand bien même ça met l'autre en difficulté. Et puis tant pis, je m'en fiche. C'est comme ça, moi, on m'a appris que tout ce qui est bon pour moi, je le fais pour moi et puis c'est tout. Donc finalement, c'est pas un outil éducatif que vous êtes en train de leur offrir. Puis c'est pas un outil que vous faites pour vous non plus. Puis en plus, ça risque de provoquer des pétages de câbles pour vous. Et ça, c'est très compliqué à vivre. Et c'est pas possible quand on est un être humain. À moins que vous soyez un robot, autrement, c'est pas possible à vivre. Donc, rappelez-vous que vous arrêtez l'allaitement parce que vous êtes en train de préserver la qualité de la relation avec votre enfant. Parce que vous voulez donner tout votre amour avec votre enfant et que aujourd'hui vous ne pouvez plus donner votre amour grâce à l'allaitement, mais vous pouvez le donner grâce à plein d'autres choses et que c'est plein d'autres choses que vous avez envie d'offrir à votre enfant et entre autres votre patience que vous ne pouvez plus offrir quand vous continuez à allaiter. Donc, restez ferme en gardant cette conscience de pourquoi vous faites ce choix-là. Restez ferme et en même temps dans l'accueil plein et complet de la frustration de votre enfant. Parce que c'est pas son choix à lui. Et donc oui, je sais que c'est difficile pour toi, je sais que tu pleures, je sais à quel point tu souffres. Enfin, le terme est un petit peu exagéré. Et donc là, on va pouvoir accueillir pleinement avec des câlins, avec du silence, avec toutes les phrases que je viens de dire et avec, si c'est possible, un papa très conciliant qui va pouvoir venir prendre le relais et pouvoir accueillir aussi toute cette frustration et toute cette capacité à dire moi aussi je suis là pour te donner tout l'amour dont tu as besoin. Alors, je vois qu'il y a une question. Christelle, je ne vais pas pouvoir continuer à t'écouter en direct, mais voilà comment ça se passe avec mon fils. Depuis bébé, le coucher est compliqué. Il fallait qu'on s'entende contre nous, puis pouvait faire sa nuit avec sa veilleuse, son doudou et sa tétine. En grandissant, il a pu s'endormir dans son lit tout en ayant le rituel des histoires, mais il fallait qu'on reste dans la pièce jusqu'à l'endormissement. Aujourd'hui, on continue à avoir le rituel histoire. Il peut s'endormir seul avec son doudou, sa tétine et veilleuse, porte ouverte. Mais il se lève dans la nuit, souvent vers 2 heures pour nous rejoindre. Soit nous sommes trop fatigués et pas bien, on le laisse avec nous, soit on le ramène et on attend qu'il se rendorme. Mais il reviendra de nouveau 1 heure après. Il peut nous dire parfois qu'il a entendu un bruit qui lui a fait peur. Voilà notre dilemme. Merci d'avance pour tous les conseils que tu nous donneras. Alors, Christelle, d'abord, je voudrais te remercier pour ce témoignage qui nous montre qu'au fur et à mesure que ton enfant grandit, eh bien, il évolue. Et oui, plus l'enfant est jeune, et plus c'est difficile, plus il a besoin de notre présence pour se rassurer, pour favoriser le réendormissement. Et c'est pour ça que pour répondre à la question de Laura, moi je préconise le cododo. Parce que le cododo, vous allez pouvoir aider votre enfant à se réendormir pendant la nuit sans trop vous fatiguer. Et je l'ai dit déjà 1000 fois pendant cette conférence, on ne peut pas être patient et zen quand on est fatigué et qu'on est un être humain. Donc, à moins d'être des machines, ce n'est pas possible d'avoir des méthodes qui vous fatiguent le plus possible. Donc, le cododo, eh ben, ça va vous permettre de rassurer votre enfant, de remplir son réservoir affectif et de lui apprendre à se réendormir rapidement. Oui, ça va lui apprendre à se réendormir parce que quand l'enfant dort avec nous, il cale son rythme sur le nôtre, sur notre respiration. Et du coup, quand il va se réveiller à cause de ces micro-réveils, et ben comme il va avoir son rythme calé sur le nôtre, ça va favoriser son réendormissement. Comme il va avoir la sécurité de papa et de maman, et ben il va être rassuré et va pouvoir se rendormir sans crainte. Lui, le petit homme de Cro-Magnon. Donc, je favorise grandement le cododo. Alors, oubliez de préciser qu'il vient d'avoir 4 ans. Merci pour cette précision. Et donc, ça nous permet vraiment de mesurer ce que je disais au début, c'est que effectivement, le sommeil évolue et que à 4 ans maintenant, il peut avoir quelques nuits complètes et d'autres pas. Et c'est ce que je disais, c'est que souvent, c'est entre 7 mois et enfin entre 2 ans et 4 ans que les micro-réveils disparaissent au fur et à mesure, que les réveils pendant la nuit disparaissent au fur et à mesure, et parfois jusqu'à 6 ans. Et donc, c'est le cas de ton fils Christelle, c'est que lui, il a 4 ans et aujourd'hui, il a encore quelques micro-réveils. Et il te le dit très bien en plus, pour lui, il a peur. Et donc, effectivement, si vous le réendormez dans son lit, eh ben, il a toujours peur. Et donc, il se réveille 1 heure après, et comme il a toujours peur, eh ben, il revient à la source de là où il est le plus rassuré, à son besoin d'attachement,
Et donc, il retourne dans son lit jusqu'à ce qu'il obtienne le lit. Donc, effectivement, à l'âge de 4 ans, ton fils, il a encore besoin de temps en temps de dormir avec toi. Et c'est ce que je dis depuis le début de cette conférence. C'est OK si c'est encore OK pour vous. Si pour vous, ça devient extrêmement compliqué parce que vous êtes épuisé, alors peut-être qu'il y a une solution que vous pourriez essayer de trouver, d'aménager. Peut-être, si jamais vous voyez que les réveils sont vraiment encore très très fréquents, de dormir séparément pour qu'il y en ait un qui dorme avec l'enfant et l'autre qui puisse faire sa nuit complète. Et puis vous échangez une nuit sur deux, l'un dort avec l'enfant et l'autre dort seul. Ne pas dormir avec son conjoint n'est pas forcément synonyme de maltraitance du couple. On peut prendre soin de son couple tout en s'endormant chacun dans son lit. Ou pas. Chaque couple fait comme il veut, comme il peut, comme il sent. Mais on peut très bien avoir une vie de couple à l'extérieur du lit. Et pour moi, en tant que psychologue, ça n'est pas un problème et ça n'est pas un problème non plus pour l'enfant. Tant que ça n'est pas le parent qui force l'enfant à dormir dans le lit, pour moi, ça n'est pas une relation incestuelle comme certains psychanalystes le disent. Surtout à 4 ans. Et surtout jusqu'à 6 ans, peut-être même au-delà. Tant que c'est pas le parent qui vient répondre ses propres besoins, tant que ça vient vraiment de l'enfant et que ça vient répondre à un besoin particulier de l'enfant. Et pour moi, c'est essentiel, c'est vraiment cette frontière-là à ne pas dépasser. C'est que l'enfant, s'il dort dans votre lit, c'est parce que c'est son besoin à lui et que c'est lui qui en a besoin et pas vous. Et ça, c'est pour moi, alors là, c'est essentiel. C'est vous les adultes, c'est à vous de gérer vos besoins autrement que en les nourrissant grâce à vos enfants. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas si j'ai répondu parce qu'il y avait d'autres questions par rapport au cododo. Lien entre sommeil et figure de référence. Je comprends pas très bien la question. Du coup, je veux bien que vous reprécisiez la question comme ça, si j'y ai pas bien répondu, que je puisse affiner ma réponse. Je sais que le cododo, en France, il est malmené, il est mal plébiscité, et pourtant, en fait, il est complètement normal dans certaines sociétés. Dans certaines sociétés, je pense au Pakistan, je pense à certains pays d'Afrique, c'est normal que les parents et les enfants dorment tous ensemble. Les Inuits, dans leurs igloos, ils dorment tous ensemble, mais toute la tribu dort ensemble. Et finalement, en fait, c'est ce qui est plus sécurisant pour chacun. Parce qu'on va chacun avoir nos micro-réveils à différents moments de la nuit, et donc on va tous pouvoir être en vigilance par rapport à ce qui se passe aux éventuels prédateurs toute la nuit. Donc c'est ce qui est finalement le plus naturel, le plus proche de notre nature d'homme de Cro-Magnon, de faire du cododo. Alors, juste une petite vigilance évidemment par rapport aux règles de sécurité du cododo. Règles de sécurité, si jamais vous êtes sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou paraît-il par rapport à une obésité morbide, donc vraiment une très forte obésité, alors le cododo peut être dangereux. Surtout par rapport à l'alcool et la drogue, évidemment. Dans ce cas, voyez comment vous pouvez aménager l'espace pour sécuriser. Pour les bébés, il existe des lits de cododo, un petit berceau qui s'accroche au lit de sorte à ce qu'il ne s'éloigne pas en plein milieu pendant la nuit et qu'il n'y ait pas un trou, et que ce soit parfaitement sécurisé et que le bébé soit vraiment contre vous, mais enfin contre vous, à côté de vous, mais dans son berceau, donc sécurisé. Quand il grandit, bébé, ça peut être un matelas à côté de votre lit, qui fait qu'il n'est pas en cododo pur, mais qu'il est quand même à proximité de vous, il peut entendre votre respiration, il peut sentir en partie votre odeur et peut être assuré grâce à ça. Alors, merci pour la précision. Ici, le coucher est compliqué avec maman, mais bref, avec papa. Ah ah ah. Alors, si maman, c'est maman qui s'occupe de l'enfant toute la journée, eh bien, c'est normal. Même d'ailleurs, si c'est pas maman qui s'occupe de l'enfant toute la journée. C'est on ne peut plus classique. Alors, pour deux raisons. Soit pour des questions d'habitude. L'enfant a pris l'habitude d'avoir tout un rituel avec maman que vous allez qualifier de compliqué, mais qui est pour lui juste une habitude. Voilà, je vais me relever plusieurs fois, je vais réclamer mon biberon, mon doudou, faire pipi. Et c'est les habitudes que j'ai prises. Et donc ça, c'est comment on défait des habitudes. Alors avec un papa, j'ai pris d'autres habitudes et c'est comme ça. Ou alors, c'est un post que je mettais il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook. C'est juste que votre enfant vous aime très 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 fort. Oui, c'est un peu difficile de voir le lien entre mon enfant m'aime très fort et m'en fait voir de toutes les couleurs. Mais si, rappelez-vous vous-même,
Quand la boulangère vous casse les pieds pour une raison ou pour une autre, quand l'instituteur de votre enfant vous casse les pieds pour une raison ou pour une autre, quand le client ou le fournisseur vous casse les pieds pour une raison ou pour une autre, quand le collègue ou le patron vous casse les pieds pour une raison ou pour une autre, vous lui répondez avec politesse, vous mettez vos émotions sous couvercle et vous dites oui, oui, et vous essayez de trouver une solution. Et puis, quand vous rentrez à la maison et que, pour prendre mon exemple, votre cher mari a laissé ses chaussettes traîner par terre, lui, il gagne le jackpot. Il gagne la crise de tout ce que vous avez accumulé dans toute la journée. Parce que vous l'aimez très 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 fort, votre mari. Parce que vous êtes pleinement en sécurité avec votre mari. Parce que vous savez qu'il est capable d'entendre tout votre désarroi et tout votre mécontentement et tout votre stress accumulé de la journée. Alors, c'est à votre cher mari que vous en faites voir de toutes les couleurs. Ben, votre enfant, c'est pareil. Il a accumulé toute la journée un tas de stress et de difficultés, comme tout un chacun, comme tous les êtres humains. Et puis, ben, le soir, il a besoin de décharger. Et ben, il va décharger auprès de la personne qu'il aime le plus au monde. C'est vous. Oui, mon chéri, moi autrement. Alors, vous travaillez, donc dans votre cas, en l'occurrence, vous travaillez tous les deux. Mais il y a fort à parier que vous êtes quand même la figure principale d'attachement, ou pas. Si mes deux hypothèses, que ce soit l'hypothèse habitude ou l'hypothèse figure d'attachement et ne répondent pas à votre question, n'hésitez pas à préciser peut-être d'autres éléments qui me permettraient d'imaginer d'autres hypothèses explicatives. Là, tout de suite, je n'en vois pas d'autres. Et ce que je voulais vous conseiller aussi, alors j'avais pas prévu de vous conseiller des livres, je voudrais juste vous en conseiller un de plus par rapport à l'endormissement et au rituel d'endormissement. Et j'ai oublié le nom de l'auteur. Ce livre s'appelle Hélène et la petite éléphante. Il s'appelle aussi Roger le lapin. Hélène la petite éléphante qui voulait s'endormir et Roger le lapin qui voulait s'endormir aussi, je crois. Ce ne sont pas des livres qui racontent des histoires passionnantes et avec des rebondissements, ce sont des livres qui racontent des histoires hypnotisantes et endormissantes. Donc, c'est un hypnothérapeute qui a mis en place ces ouvrages et qui utilise ces techniques pour aider et favoriser l'endormissement. Donc, quand vous lisez les livres, ne vous étonnez pas si l'histoire est particulièrement casse-pied. C'est le but. Justement, elle ne va pas susciter l'intérêt de l'enfant. Et il y a plein de techniques et là tu te sens très ensommeillé et là tu as besoin de dormir. C'est une lecture qui est assez longue, ça prend 35 à 40 minutes de lire tout le livre. Je l'ai conseillé à des dizaines et des dizaines de parents et de professionnels. Ça a une efficacité très très hétérogène. Chez certaines familles, c'est une efficacité égale à 0. Dans ce cas, il vaut mieux abandonner au bout de quelques essais parce que c'est quand même long et laborieux à lire. Chez d'autres familles, c'est extraordinaire et ce, quel que soit l'âge de l'enfant. Certains, ça marche chez des tout petits et pas chez d'autres, chez des très grands et pas chez d'autres. Je ne sais pas en fait ce qui fait que ça marche avec certains et pas avec d'autres. Ça a été essayé en crèche avec une efficacité remarquable. Voilà. Donc, à essayer, à éprouver avec vos propres enfants. Alors, Magali, vous me demandez, et du coup, comment faire, car c'est vrai que c'est compliqué à gérer, comment faire les décharges par rapport, donc je pense que c'est la question par rapport à ce que je disais juste avant, le fait que votre enfant décharge et que les rituels deviennent compliqués par rapport à ça. Alors, d'abord, ce que je vous disais, réfléchissez aux besoins non satisfaits de votre enfant. Est-ce qu'il a besoin de remplir son réservoir affectif? Est-ce qu'il a besoin de décharger ses émotions, son trop-plein de stress? Et dans ce cas, voyez comment vous pourriez l'aider à répondre à ses besoins de manière plus adaptée qu'au moment du sommeil et de l'endormissement. Plus tôt, dans la soirée. Est-ce qu'il a besoin d'une boîte de colère où il va crier toute sa colère? Est-ce qu'il peut avoir un cahier où il peut gribouiller, écrire toute sa colère, tout ce qui n'a pas été? Est-ce qu'un gros câlin, beaucoup de massages ou un temps de qualité avec votre enfant peuvent remplir son réservoir? Comment faire pour remplir le réservoir avant? Et ensuite, je vous inviterai, surtout avec des enfants à partir de l'âge de 2-3 ans, à co-construire le rituel pour lui dire, voilà, on va le réfléchir ensemble. Si l'enfant est petit, on va le mettre sous forme de pictogramme. Comme ça, tu sais ce qui va se dérouler. Et ensuite, c'est tout. Une fois qu'on aura fait tous les pictogrammes, c'est fini. Et là, par contre, je deviens très, très ferme. Là, c'est fini. Et il y aura plus de câlins, il y aura plus de massages, il y aura plus d'histoire, il y aura plus, etc. Là, ça y est, c'est fini et je reste ferme.
L'éducation bienveillante, l'éducation positive, ça n'est pas du laxisme. Vous avez le droit à certains moments d'être ferme. Et quand il y a eu un contrat établi avec l'enfant, de notre rituel, c'est ça, ça et ça, et après c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Et oui, ça va engendrer de la frustration et des colères chez l'enfant que vous pouvez accueillir. Je vois bien que t'es pas content, je vois bien que t'es pas d'accord. Seulement c'est stop. Et ça reste de l'éducation bienveillante. Ça reste de l'éducation bienveillante parce qu'il vaut mieux avoir ce positionnement ferme à un moment, ferme mais cadrant, sécurisant, clair, que avoir une espèce de laxisme. Bon, elle est d'accord, encore une histoire. Bon, elle est d'accord, encore un câlin, qui n'en finissent plus. Et au final, l'enfant, il ne sait plus, il n'y a plus de repère, il ne sait plus où il va. Quitte à ce que ce rituel soit, je vois qu'il y a d'autres questions, hein, je vais y répondre après. Quitte à ce que ce rituel soit retravaillé, rechangé, remanié à différents moments. Mais il est retravaillé, rechangé, remanié pendant la journée, hors temps de sommeil. Le soir, c'est définitif. Alors, Pauline, vous me dites, merci beaucoup de m'avoir répondu. Je ne suis pas encore arrivée à saturation. Alors, Pauline, c'est vous qui avez posé la question par rapport à l'allaitement. Je ne suis pas encore arrivée à saturation, mais je garderai bien à l'esprit vos précieux conseils lorsque j'amorcerai cette transition. Nous avons déjà eu une première transition avec protestation bruyante, comme vous le décrivez. En arrêtant les tétées nocturnes, je m'attends à la même chose. Mais papa est prêt à prendre le relais. Eh bien, merci Pauline pour votre retour. Et Magali, vous me dites, dans mon cas, c'est pour un bébé de 13 mois qui a des difficultés. Alors, 13 mois, c'est un tout petit bébé. Oui, tout petit, il a moins de 2 ans. Moins de 2 ans, il a encore un sommeil qui n'est pas le sommeil de l'adulte. Donc, qu'il y ait des réveils nocturnes, c'est parfaitement normal. Mais je crois que votre question, elle se situe plutôt par rapport à l'endormissement. Et à 13 mois, en fait, à partir de l'âge de 9-10 mois, et ça s'étale jusqu'à 18 mois, 2 ans, le bébé est en grande angoisse par rapport à la séparation. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour lui. Alors ça va dépendre, ça va varier en fonction des bébés. Vous aurez toujours une de vos copines qui vous dira non, le mien pas du tout, parce qu'effectivement c'est très variable d'un bébé à l'autre. Mais pour certains bébés, ça peut être extrêmement angoissant et difficile. Et c'est certainement le cas de votre enfant qui a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de sécurité pour accepter cette séparation. Et donc là, je vous invite à beaucoup de patience et donc à beaucoup remplir votre propre réservoir affectif pour pouvoir accompagner votre enfant, votre bébé, verbaliser tout ce que vous entendez, tout ce que vous en comprenez. Même s'il n'est pas en capacité de tout comprendre, il comprendra la sonorité, il comprendra l'intention, il comprendra tout le message gestuel et corporel que vous dégagez pendant que vous lui parlez. Et beaucoup de câlins, beaucoup de temps pour favoriser l'endormissement. Allongez-vous à côté de lui, passez du temps à le câliner, à le bercer. Un bébé de 13 mois a encore besoin d'être bercé. Alors, même plus grand, hein, même jusqu'à 6 ans, vous pouvez encore les bercer. Alors, les bébés qui n'aiment plus être bercés dans les bras comme ils étaient petits, ou alors qui ne peuvent plus parce que vous n'avez plus la force physique pour pouvoir les bercer comme ça, vous pouvez les attraper par les pieds, par les talons, ou alors par les mollets si c'est plus confortable, comme vous voulez. Et doucement, vous tirez sur les jambes de l'enfant, suffisamment fort pour que ça le berce jusqu'à la tête, mais pas rapidement, parce que alors là, ça excite le cerveau, mais vraiment avec des mouvements amples de bercement, un peu au même rythme que vous savez quand vous dormez dans le train ou en voiture, pour favoriser l'endormissement. Et donc voilà, des mouvements d'aller et venue, d'avant en arrière, parce que ces mouvements-là bercent le cerveau et favorisent l'endormissement. Donc voilà Magali, je sais que c'est une période extrêmement difficile à vivre, qui aura une fin. Rappelez-vous le témoignage de Christelle par rapport à son fils qui a maintenant 4 ans. Et ça va vous demander énormément de patience. Fermez les écoutilles à chaque fois que vous avez la belle-mère ou le pédiatre qui vous conseille de laisser votre bébé pleurer. À chaque fois que vous allez le laisser pleurer, c'est en fait un peu plus à réparer après. À chaque fois que vous ne le laisserez pas pleurer parce que vous avez réussi à avoir la patience et l'amour nécessaire, chaque fois, dites-vous, vous avez évité 15 ans de thérapie à votre enfant. J'exagère évidemment, hein, c'est ma petite expression pour plaisanter un petit peu là-dessus. Mais dites-vous bien quand même qu'à chaque fois que vous laissez un bébé pleurer seul, vous le laissez en très grande angoisse. C'est un bébé homme de Cro-Magnon, donc lui il a peur, il sait pas qu'il y a plus de tigre à dents de sabre. Donc lui il est en grande angoisse par rapport à ça. Donc
surtout, surtout, fermez les écoutilles à chaque fois qu'on vous conseille de laisser votre bébé pleurer. Il n'y a rien de pire pour un bébé que de pleurer tout seul. Voilà, j'avais un dernier conseil avant la fin de cette conférence, toujours un conseil achat et par rapport au réveil nocturne pour des enfants à partir de 2 ans et demi et pas avant parce qu'ils ne sont pas capacités d'apprendre. Ce réveil a révolutionné mes nuits. Il s'appelle Kid Sleep. Kid comme les enfants, sleep comme dormir. Et alors moi je l'ai en version mouton, mais il y a aussi le lapin. Voilà, quand on l'allume, alors oui, vous voyez rien parce que là il fait jour. Quand on l'allume avec les petits boutons qui sont derrière, le mouton qui dort s'allume. Il y a une petite lumière et donc dans la nuit, le petit mouton qui dort s'allume. Et derrière, vous aurez réglé votre réveil pour le matin. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous vous réveillez, 6h30, 7h, 7h30, peu importe. Ce qui vous semble acceptable. Et à ce moment-là, la lumière va changer et c'est ce mouton-là qui va se réveiller. Vous avez une option réveil si vous voulez réveiller votre enfant. Bon, moi je préfère que ce soit papa ou maman qui réveille tranquillement l'enfant plutôt que ce horrible bip-bip. Mais vous avez une option où c'est juste la lumière qui change, ce qui fait que ça ne réveille pas votre enfant. Donc si on est dimanche et qu'il se réveille pour une fois, il se lève plus tard, tant mieux pour vous. En revanche, ça permet à l'enfant de savoir, quand il a un micro-réveil la nuit, si c'est encore la nuit ou s'il peut se lever si c'est déjà le matin. Et en fait, il y a certains enfants qui sont juste perdus, qui savent pas si c'est encore la nuit ou si c'est déjà le matin et qui se réveillent très tôt ou en plein milieu de la nuit juste à cause de ça. Pas avant 2 ans et demi, ils ne sont pas capables de comprendre avant 2 ans et demi et ce serait dommage de les en dégoûter avant. Certains enfants, même à 2 ans et demi, ne sont pas encore capables d'attendre et il va falloir que vous attendiez leurs 3 ans. Voilà. Alors, je vois il y a plein d'autres commentaires. Magali, merci. Oui, je suis fatiguée car cela ne fait qu'une semaine qu'il dort plus de 3 heures d'affilée. Je ne l'ai jamais laissé pleurer, mais le manque de sommeil est vraiment dur. Magali, je vous comprends et je vous donne tout mon soutien, tous mes chauds doudous pour vous. J'ai traversé ces périodes-là et je sais à quel point c'est difficile, pas seulement en termes de sommeil. Moi, j'en devenais folle de ne pas pouvoir dormir plus de 3 heures d'affilée. Voyez quand même s'il n'y a pas un problème physiologique. Parfois, certains pédiatres ne sont pas assez vigilants et il peut y avoir à 13 mois encore des problèmes de reflux qui ne sont pas des reflux externes et donc ça ne se voit pas. Je vous le dis parce que un de mes enfants a été diagnostiqué qu'à l'âge de 20 mois, il faisait du reflux et donc il n'a dormi que le jour où il a eu ce traitement contre le reflux. Donc soyez vigilante aussi par rapport aux problèmes physiologiques. Ça peut vraiment endommager le sommeil des enfants. C'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus, mais avant toute chose, on vérifie s'il n'y a pas un problème médical. Marie, à 6 ans et demi, le moment du coucher reste compliqué pour mon fils. Il a beaucoup besoin d'être rassuré. Il dit avoir peur que je meure. Eh bien, ton fils est parfaitement capable de parler de ses propres émotions, de parler de ses besoins, de parler de ses angoisses, et c'est formidable. Et effectivement, ça va te demander beaucoup, beaucoup de patience, Marie, pour continuer à accompagner ton fils. Il y a des ouvrages remarquables sur la mort qui existent. Je pense entre autres à Catherine Dolto, qui a écrit un livre sur la mort pour les enfants à partir de 5 ans. Les livres de Catherine Dolto sont lisibles à partir de 5 ans. Il y en a certainement d'autres à lire sur la mort. Et puis, l'angoisse de la mort, c'est une angoisse qui nous tient toute la vie. Donc, on accueille, on rassure avec ce qu'on a et puis avec la réalité qu'effectivement, il existe la mort. Super pour le réveil, merci Magali. Toujours Marie, l'endormissement reste compliqué la plupart du temps. Ouais, je sens Marie que c'est une grande source de souffrance et de difficulté pour ton fils et pour toi. Alors, il me vient à l'idée une autre aide, un autre soutien, en particulier pour l'endormissement, qui est la rééducation des réflexes archaïques. Je ne vais pas en parler trop longuement parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en conférence et que ça va commencer à être vraiment, vraiment long pour une conférence sur Internet. Je vous invite à aller vous renseigner sur la rééducation des réflexes archaïques sur Internet et sur les professionnels qui existent autour de chez vous. Mais il se peut qu'il y ait des réflexes archaïques, donc les réflexes du bébé, qui étaient mal intégrés dans le développement de votre enfant, qui étaient mal assimilés et qui empêchent l'endormissement. Et ça a été le cas d'un de mes enfants qui avait un réflexe qui était mal intégré et il a suffi aussi d'aider ce réflexe à mieux s'intégrer pour pouvoir favoriser le lâcher prise et l'endormissement. Hélène, je ne suis pas sûre du coup. Un enfant de 3 ans qui n'arrive pas à s'endormir seul, a priori, c'est encore normal. Ben,
Oui. Normal dans le sens statistique du terme? Oui. Normal dans le sens développement de l'enfant? Oui aussi. Rappelons-nous, nous sommes des hommes de Cro-Magnon et nous sommes faits pour vivre en groupe et donc pour s'endormir en groupe. Et donc un enfant de 3 ans qui ne s'endort pas tout seul, c'est encore parfaitement normal, même si j'ai bien conscience que c'est douloureux et long pour les parents. Euh, alors Laura nous confirme que pour un de ses enfants, il y a eu un diagnostic de reflux qui a été diagnostiqué seulement à l'âge de 12 mois avec toutes les conséquences que ça a eu. Et bébé, et donc Magali, vous nous dites que bébé, euh, votre enfant a eu un reflux et que c'est fini, heureusement, j'espère. Oh là 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 là, il y a plein de commentaires. Faustine, génial la conférence et génial le réveil. Merci pour ton commentaire. Magali, merci pour la conférence. Marie, surtout qu'il me réclame moi, avec papa ça ne marche pas, peut-être l'habitude ou une relation exclusive. Alors oui, l'habitude oui, une relation exclusive oui. Je vois pas pourquoi ce serait pathologique d'avoir une relation exclusive avec sa maman. Enfin, pathologique ou gênant. Voyez quand même toujours mesurer, est-ce que votre enfant est en souffrance par rapport à ça? Est-ce que vraiment il y a une difficulté? Et est-ce qu'il y aurait besoin de l'aide et d'un soutien d'un psychologue? Il y a pas de mal à avoir besoin d'un psychologue. Moi, j'ai envoyé mes enfants chez les psychologues à chaque fois que j'ai senti qu'ils en avaient besoin. On peut pas si souvent que ça, on est allé une fois, mais j'ai toujours à l'idée que ça peut être utile, même pour mes enfants qui ont même une mère psy. Pour moi, les psychologues ne sont pas réservés pour la pathologie, la folie, la normale, mais juste pour l'accueil de la souffrance. S'il y a quelque chose qui se passe pas comme on aimerait et on sent que soit parent ou l'enfant est en souffrance, eh bien les psychologues sont là pour ça, psychologues ou thérapeutes, parce qu'il y a d'autres thérapeutes qui font un travail remarquable auprès des enfants et des parents. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez vraiment que ça va au-delà d'une simple difficulté d'endormissement, à aller consulter. Et je vous renvoie encore à ce formidable ouvrage, et ce sera ma conclusion cette fois, Dormir sans larmes, où il parle de la différence entre le sommeil pathologique et enfin les difficultés d'endormissement dit pathologique et le sommeil normal, les difficultés normales d'endormissement chez les enfants de 0-6 ans. Il se lit très facilement. Il est vraiment d'une lecture fluide, facile, avec un vocabulaire facile. Et c'est une ressource extraordinaire avec des données scientifiques, des avancées avant-gardistes qu'on n'avait pas il y a encore une dizaine d'années et qui sont une preuve que tout ce que je viens de vous raconter sont vrais et que c'est pas juste de moi je pense comme ceci, moi je pense comme cela, il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vraiment des preuves scientifiques sur le sommeil normal de l'enfant et sur les besoins des enfants. Donc, n'hésitez pas à le consulter, à le lire, ne serait-ce que pour vous rassurer et aller au-delà de cette conférence. Donc, Marie nous précise que non, c'est pas pathologique, mais que tu t'interroges. Eh bien, bravo. Bravo à tous ces parents qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui essayent d'aller plus loin, qui essayent d'aller au-delà. C'est grâce à tous ces questionnements qu'on aide le plus possible nos enfants avec toutes nos singularités d'être humain. Pauline nous confirme, oh oui, 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 Rosa Jové, ce livre est merveilleux. Oh là là, merci beaucoup pour cette conférence, merci pour tous tes retours, Ségolène, c'est riche de réflexion. Eh bien, je vais m'arrêter avec tous ces beaux compliments qui me vont droit au cœur. Merci à vous, ça donne du sens à mon travail. Et puis, très bientôt à l'Accolade, le prochain atelier, moi et les autres sur la peur, celui de décembre sur le sommeil. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. À très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à inviter vos amis pour que eux aussi puissent bénéficier de tous ces conseils. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.